Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Elle s'appelle Héloïse Soave. Nous l'avions reçue il y a 1 an. Elle a 32 ans et elle se bat. Et elle se bat. Une maladie auto-immune, une maladie dite incurable. Et elle dit voilà pourquoi je l'ai eu et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que d'abord je salue son courage parce que il faut beaucoup de courage dans l'état où elle est de venir témoigner, de se battre. Alors juste, je voudrais dire ceci, lire ceci pour les auditeurs de Sud Radio. Elle a eu, vous avez eu, ça, juste un mot, votre deuxième injection, donc en juillet 2021. Oui, c'est ça. Et il y a eu un rapport qui a été fait, je vais le lire, pas entièrement, le 20 octobre 2023. Je sous-signais, alors évidemment on ne donne pas son nom, mais c'est un soignant, c'est un médecin. Je sous-signais, suivre en consultation Madame Héloïse Soave, née le 28 janvier 1990, pour son encéphalite myalgique, survenue à la suite à la vaccination. C'est toujours l'expert qui dit cela, qui est écrit. La vaccination vis-à-vis du SARS-CoV-2 en juillet 2021. Dont les symptômes invalidants sont une asthénie quotidienne avec activité limitée, un sommeil non réparateur, une intolérance à la position debout prolongée, maximum 1 minute, des troubles de la concentration avec difficulté mnésique, des céphalées à l'effort, des myalgies arthralgies diffuses, des paresthésies douloureuses des extrémités, un flou visuel à l'effort, une hypersthésie à la lumière et au son et aux odeurs, et surtout des malaises post-effort quotidien. Voilà, et puis le diagnostic, etc. Et je ne parlerai pas des dysautonomies cardiaques, etc. C'est-à-dire que voilà un rapport fait par un soignant. On peut dire c'est l'hôpital Mondor. Oui, tout à fait. Les examens ont été confirmés à Henri Mondor, oui. C'est ça. Donc c'est des examens qui ont été confirmés à l'hôpital Henri Mondor. Alors, je voudrais d'abord savoir, Héloïse Soave, rappelons un peu ce que vous avez eu, que tout s'est passé à la suite, effectivement, de vos injections. Dans les suites immédiates du rappel de la vaccination, donc pour être dans la 3e dose, c'est ça ? Non, la seconde, en juillet 2021. Donc oui. Pour moi, c'est Pfizer. Hein. Il y a d'autres vaccins qui ont enclenché les mêmes pathologies que moi pour Moderna et j'en passe. Mais là, pour le coup, c'est bien Pfizer. Et j'ai eu une polypathologie, donc une myopéricardite chronique. Avec, vous n'aviez rien avant, pardon. Je n'avais strictement rien. Strictement rien. Oui. J'ai été mise entre les mains d'infectiologues de l'Hôtel-Dieu, qui m'ont fait un ensemble d'examens pour éliminer tout ce qui était maladies génétiques, outre-terrain, et puis aussi le côté infectieux. Et ils l'ont éliminé, ils ont écarté toute... Sur le compte-rendu de l'Hôtel-Dieu, il est bien marqué que ma myopéricardite est très possiblement liée au vaccin. Alors eux, ils disent le très possiblement, alors que l'immunologue que vous venez de citer, lui, il écrit clairement que c'est survenu suite à la vaccination et il n'en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Pour l'encéphalomyélite myalgique, il faut savoir que c'est une maladie inflammatoire qui va zoner en fait tout ce qui est le système nerveux central. Et pour ma part, ce qui est atypique, il impacte aussi le cérébelleux à 30%. Et c'est une maladie qui est dite orpheline parce que nous sommes a priori 24 millions dans le monde à l'avoir. Donc c'est une maladie, si je puis dire, qui n'est pas rentable pour la recherche et qui aujourd'hui s'avère incurable. Mais pardon, 24 millions, c'est énorme. A priori, c'est pas suffisant d'après la petite histoire qu'on m'a expliquée. Oui, c'est complètement étonnant. Et cette maladie, elle a été créée, entre guillemets, je dis bien, selon les dires des spécialistes, par l'humain, donc par les adjuvants de certains vaccins, notamment les particules d'aluminium, ça va être le silicone, ça peut être à la suite d'une mononucléose par exemple, et aujourd'hui on le retrouve aussi dans la vaccination liée à la Covid-19. Et les effets pour vous se sont déclenchés très vite après ? Ah oui, c'est immédiat. C'est immédiat. Dans
dans les 2 premières semaines qui suivaient, j'ai eu tout cet enchaînement de maladies. Est-ce que vous avez posé la question, je suis sûr, mais si vous voulez, la corrélation, effectivement, elle est dite ici, mais beaucoup de gens se sont fait vacciner et n'ont rien eu. Enfin, je veux dire, n'ont pas eu d'effet. Et qu'est-ce qui fait il y a plusieurs hypothèses et aujourd'hui, aucun scientifique ne peut l'affirmer, mais pour les 3 principales, il y a certaines hypothèses qui disent que les rappels des vaccins pour certains patients étaient trop rapprochés. Alors il y avait ce qu'on appelle une sérologie de prévenance qui aurait pu être faite entre les 2 rappels, par exemple, pour voir la réponse immunitaire déjà de la première vaccination, qui aurait pu permettre d'éviter cette réaction inflammatoire immunitaire qui est du coup systémique chez moi. Et bien d'autres, parce que nous sommes quand même nombreux. D'après le rapport qui a été déposé à la commission spéciale Covid du Parlement européen, on parlait déjà en juin 2021 d'1 172 000 effets indésirables qui avaient été rapportés par un rapport du laboratoire Pfizer. Et je me rappelle très bien que quand on parlait de cela il y a encore 1 an et demi, 2 ans, vous étiez conspirationniste, sulfureux et... Exactement. Aujourd'hui, les effets indésirables sont reconnus par les institutions officielles. Oui, pharmacovigilance également. Voilà, pharmacovigilance, tout cela. Et vous avez décidé de vous battre effectivement sur le plan juridique comme évidemment sur le plan médical. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Bien parce que les campagnes vaccinales et la population au sens général, c'est-à-dire les enfants sans problème de santé, les jeunes adultes et adultes sans comorbidité sont toujours touchés par la vaccination. Et bien plus encore, puisque nos militaires en France ont toujours une obligation vaccinale. Et là, je pense à une personne que je peux pas nommer, qui est revenue vers moi, que j'ai aidé du moins comme je pouvais dans le cadre de sa démarche auprès de l'ONIAM, qui avait une myocardite très importante et qui n'était même pas reconnue par sa hiérarchie comme maladie professionnelle. Il a fallu vraiment qu'il fasse étape par étape pour en arriver au stade de la reconnaissance d'une expertise qui a été contestée d'ailleurs avec l'aide de mon avocat et ses conseils, puisque Maître Lanzaroun, il est quand même... très présent, très présent, très à l'écoute, et je pense qu'il ne compte pas ses heures pour ce combat-là. Pourquoi je fais un recours judiciaire ? Parce que je n'accepte pas en fait l'absence de reconnaissance de toutes ces polypathologies qui nous impactent aujourd'hui, qui nous handicapent, puisqu'aujourd'hui je suis reconnue handicapée à cause de tout ça. Et en fait, nous n'avons toujours pas une liste établie pour ces rappels. Et nous n'avons pas un retour de notre gouvernement qui dirait le contraire de ce que M. Véran, par exemple, exposait au jour le jour pour nous faire vacciner. Et quand vous avez entendu M. Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, dire pour un nouveau vaccin qui doit arriver, il dit, écoutez, on sait, il n'y a pas d'effet secondaire, vous avez réagi comment ? Bien, avec du recul, aujourd'hui, je sais que tout vaccin et tout médicament... a des effets secondaires, a un bénéfice-risque. Et donc dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, pour moi, c'est... Je ne vais pas dire ce que je pense réellement sur votre antenne, mais je trouve ça léger pour un médecin. Parce que le bénéfice et le risque... une litote, là. Oui. Je préfère rester soft là-dessus. Non, et puis effectivement, il ne faut pas mélanger. Il y a des vaccins qui protègent. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des vaccins qui protègent, c'est vrai. Enfin, moi, je veux dire, et je savais, quand on s'est vacciné contre la poliomyélite ou etc. Et puis il y a d'autres, effectivement, qui posent problème, comme aujourd'hui. Et vraiment, le problème, en tout cas, est posé. Et quand vous êtes en plainte contre Pfizer, là ? C'est ça. Donc en fait, moi, j'ai depuis octobre 2022, le 7 octobre, j'ai eu donc ce qu'on appelle une ordonnance référée entre les mains du tribunal judiciaire de Paris qui m'ordonnait de donner entre les mains de la trésorerie du tribunal une provision de 4 000 € pour des expertises judiciaires qui n'ont toujours pas donné lieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des débats très houleux entre mon avocat et ses experts, notamment sur les conflits d'intérêts qui
qui était patent, si vous voulez, qui était énorme. Donc on a souhaité en discuter avec eux. Presque un an après, ils ont fini par se désister tous les deux. Les deux experts qui étaient nommés, d'accord. Ils ont attendu 1 an pour me convoquer, puis se désister. Puis il y a eu encore à nouveau une ordonnance de remplacement qui s'est avérée encore infructueuse, puisque encore des conflits d'intérêts entre les mains de Pfizer et ses experts qui acceptent la mission. Donc moi, ce que je trouve scandaleux dans cette histoire-là, c'est qu'on a des experts judiciaires nommés par la Cour d'appel de Paris avec normalement une déontologie qui leur donne obligation d'accepter des missions qu'en cas d'impartialité totale. Et sommes, en fait, en train de perdre un temps fou. Donc les 4 ont démissionné. Exactement. Nous sommes dans l'attente de nouveau. Alors, justement, Héloïse Soave, mais vous savez très bien, parce qu'on sait maintenant que les contrats, on sait combien de temps les contrats qu'ont signés l'Union européenne et les États avec Pfizer ont mis longtemps à se faire connaître. Alors ça, c'est encore en pourparlers avec la commission spéciale Covid du Parlement européen, puisqu'il y a une instruction. Absolument. On a reçu, il y a eu des plaintes. On a reçu Michel Rivasi et Virginie Joron qui nous ont raconté tout cela. Ma question était celle-là. Vous savez très bien, on le sait, parce qu'aujourd'hui, de l'Afrique du Sud, tout ça, les contrats sont sortis. On le sait. Vous savez très bien que tous les États ont accepté que les laboratoires ne soient absolument pas responsables des effets secondaires ou indésirables pénalement. Tout à fait. Et on disait donc, eh bien vous, si vous avez un problème, et Dieu sait, hélas, vous êtes un exemple vraiment dramatique de cela, il faut se référer aux États. C'est-à-dire les laboratoires disent, attendez, nous, on a signé avec tous les États, les contrats sont là, ils veulent pas les montrer, et pour cause, et peut-être les États non plus. Mais donc, qu'est-ce qu'on vous a dit dans ces cas-là? Parce que, est-ce que vous pouvez attaquer Pfizer? Et est-ce que ce n'est pas l'État? Pour la reconnaissance judiciaire, il y a ce qu'on appelle un référé expertise. Donc, c'est du médical, c'est au civil, et c'est tout à fait possible. J'en ai la preuve sous les yeux. Maintenant, ce qui est vraiment navrant dans cette histoire, c'est que a posteriori de ma procédure et après condamnation, je l'espère, puisque les éléments sont dans mes mains, et j'espère bien que les experts impartiaux en feront état. Tout sera remboursé à Pfizer, y compris les avocats qui sont en face de moi, alors que je me tue, excusez-moi du terme, à financer mes procédures, à devoir payer des ordonnances. Donc des frais provisoires, Pfizer, y compris leurs avocats. Oui, et les dommages intérêts, s'il y en a, donc ce sera Pfizer qui les avanceront, mais par la suite, ce sera à l'État de le rembourser. Donc ça c'est un fait dont j'ai conscience. Mais c'est le même jeu pour l'ONIAM. Sauf que l'ONIAM, ce n'est pas une reconnaissance judiciaire et Pfizer ne sera pas condamné. Et c'est là où j'en viens. Même si c'est plus difficile et beaucoup plus long, je souhaite qu'il y ait une traçabilité de ces condamnations. Parce que pour moi, c'est en fait criminel de dire je vais à l'ONIAM en procédure amiable, et puis en fait Pfizer n'a aucune traçabilité de toutes les condamnations auxquelles il devrait en fait. Donc vous vous battez aussi pour la traçabilité. C'est surtout pour la traçabilité. C'est ça, bien surtout. Sûr. Et là aujourd'hui, vous en êtes, Élise, comment vous voyez un peu votre combat, vous souhaitez, comment vous voyez votre avenir? Bien, je suis assez déçue de l'enchaînement des soins et des recherches sur mes pathologies et surtout sur les symptômes persistants que j'ai. Donc, de par cette maladie-là qui a été découverte par un médecin, un immunologue, si je puis dire, non pas grâce à l'orientation des infectiologues qui m'ont suivi, mais par mon 6e sens, je suis allée voir un immunologue de moi-même après que les recherches entre les mains des infectiologues de l'Hôtel-Dieu ont fini par dire, dans le dernier compte-rendu, toutes les recherches ont été faites, donc elles peuvent être clôturées, Madame Soave a ça, et fin de l'histoire. Sauf que le professeur X de l'Hôtel-Dieu avait dit asthénie profonde, vous vous souvenez sur votre plateau, et puis en fait elle n'en justifiait rien. Oui, j'ai eu plusieurs chirurgies qui en découlaient de la fatigue, mais ça pouvait pas venir de cela. Les malaises à répétition également. Moi, ce que je souhaiterais dire à vos auditeurs aujourd'hui, c'est que si vous avez une asthénie profonde, un problème de récupération,
des troubles de la mémoire, des malaises à répétition, une hypersensibilité à la lumière avec énormément de céphalées, des douleurs incomprises, injustifiées dès le matin au réveil, allez voir un immunologue, allez voir un médecin interne. N'attendez pas qu'un infectiologue ou qu'un médecin généraliste vous dise que c'est justifié ou que cela ne l'est pas. Il y a des examens très atypiques à faire qui sont pas anodins et qui peuvent détecter cette maladie malheureusement, mais qui vous permettra peut-être une prise en charge, un allègement, je ne dis pas du curatif, mais qui permettra au moins de mettre le doigt sur cette maladie qui existe et qui impacte le cerveau, ce qui n'est pas rien en fait, André. Évident. Donc aujourd'hui, c'est le message que je souhaiterais passer, puisque je fais énormément de conseils sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas un médecin. Je m'arrête à conseiller, à orienter les gens à aller consulter certains spécialistes, mais ce n'est pas en fait mon domaine. Et je trouve ça aberrant que les médecins qui prennent en charge ces gens qui sont toujours en errance médicale en 2023 ne trouvent pas en fait la bonne orientation pour ces gens-là. Oui, mais Héloïse, alors moi quand je vous écoute, il y a quelque chose qui est quand même tous les médecins ne sont pas en conflit d'intérêts. Tous les médecins ne sont pas en conflit d'intérêts, mais... Il y en a, c'est évident, mais qu'il y ait des gens qui vous disent oui, parce que à l'Hôtel Dieu, on vous a dit oui, ça peut être possiblement du vaccin, mais c'est pas sûr. C'est ça. C'est marqué très possiblement lié au vaccin, tout comme pharmacovigilance. Et c'est cet immunologue-là que vous avez vu qui vous dit, lui, c'est. Ah lui, oui. Ben, lui, son travail, c'est justement de regarder la réaction immunitaire, le mécanisme immunitaire qui a impacté la personne à la suite de son histoire de la maladie, bien évidemment. Et c'est à lui d'éliminer aussi certaines choses pour en faire état à la fin. Ce n'est pas à l'infectiologue. L'infectiologue, il va regarder si vous avez une maladie liée à un voyage tropical, si vous avez eu une infection. S'il n'y a pas de tout ça, bien évidemment, il va vous réguler entre les mains de spécialistes si vous avez un problème cardiaque, un problème vasculaire. Bien sûr. Mais il n'ira pas au bout de la chose. Si c'est immunitaire, les gens doivent comprendre que c'est un immunologue. Et ça fera gagner du temps à beaucoup de personnes, je pense. Et aujourd'hui, quand même, ce que vous avez, parce que quand on a dit, excusez-moi, incurable, c'est incurable. C'est incurable et ça peut être évolutif, effectivement. Ouais. Et plus je ferai des efforts, et là j'en fais, et plus j'aurai ce qu'on appelle des malaises à l'effort, ou je l'espère pas, mais dans certains cas, c'est des alitements à 19 heures par jour. Des personnes sont sondées pour la nourriture, sont sondées pour tout, en fait. Ouais. Donc, c'est en tout cas une mort lente, cette maladie, puisqu'elle n'est pas curable. Et c'est une maladie qui peut amener à la demande d'euthanasie pour certaines personnes. Parce que l'alitement n'est pas un projet de vie pour qui que ce soit. Pardon, à nos âges. Je vous le sais évidemment jamais, mais vous auriez jusque-là vous-même j'ai fait une demande préalable. Vous avez fait une demande ? Oui, tout à fait. Écoutez, je salue votre courage parce que c'est... Et je comprends. Enfin, vous vous battez pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe en disant c'est pas quelque chose comme ça, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est pas un cas. Parce que souvent écoutez, vous dites c'est un cas sur 10 millions, si etc. les auditeurs souhaitent se rapporter à une association qui s'appelle Millions de Missing, qui est une association qui... Comment vous dites ? Millions Missing. Millions Missing. Oui, voilà. Avec un S. Tout à fait. Missing. On la mettra sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc pour l'encéphalomyélite myalgique, elle est là, elle explique tout. Et elle représentait une femme, Faustine, qui n'est plus de ce monde, qui était une ancienne gagnante de la Star Academy, qui l'avait contractée à la suite de la mononucléose, et justement qui est partie il y a quelques années par un moyen d'euthanasie. D'accord. Parce que la maladie avait gagné trop de terrain et qu'elle ne pouvait plus la supporter. Donc elle a fait aussi énormément d'appels aux dons pour ça. Vous battez pour vous, battez pour les autres. Tout à fait, oui. Et il y a donc vous dites allez voir Millions Missing et vous êtes sur les réseaux sociaux. J'essaie. J'ai des périodes où je suis saturée par tout ça, donc j'y vais à compte-gouttes. J'aide des personnes et je suis heureuse des retours, mais malheureusement j'ai pas les bras assez. Non, mais je comprends. J'ai pas assez de force, en fait. Ce qu'on peut souhaiter, vraiment, on peut tous souhaiter que les gens, en tout cas, qui ont été
je ne dirais pas les gens de bonne foi, mais les gens qui, pour des raisons X et Y, et malheureusement elles sont nombreuses, quoi, au conflit d'intérêts ou autre, qui savaient, mais qui ont laissé faire, et c'est valable, et là pour beaucoup de domaines, eh bien peut-être qu'ils rendent compte. Peut-être qu'il y a à un moment donné que des gens, on va pas désigner, on va pas nommer, mais qu'ils rendent compte, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est grave dans toute cette histoire qu'on a connue depuis 3 ans, et que voilà, on peut pas dire c'est pertes et profits, etc. Et vous savez qu'un peu partout aux États-Unis, tout ça, on se bat. Oui, tout à fait. En Allemagne aussi, j'ai beaucoup de retours et des personnalités politiques qui s'investissent dedans, comme Madame Rivasi également, et que je salue parce que c'est une femme très courageuse et qui donne de sa personne pour que la vérité sorte. Bien sûr. Donc, et on sait comment elle a été cachée. Elle nous a raconté ça à plusieurs reprises. Comment, quand il demandait de rencontrer Madame von der Leyen ou Monsieur Bourla d'ailleurs, c'était une fin de non-recevoir, alors que c'est le Parlement européen qui, en principe, nous représente. En principe. Merci beaucoup. Merci à vous. Héloïse. Merci Héloïse d'avoir été avec nous. Et puis, surtout, bon courage et que vous en sortiez, parce que c'est ça l'important. On va se retrouver dans un instant sur